Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois j'ai un fond particulier et qui n'est pas celui de d'habitude, mais j'espère que vous allez quand même l'aimer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous ce fond vous convient, si ça ne résonne pas trop, s'il y a assez de luminosité. Dites-moi tout en commentaire, au moins je pourrais savoir si je continue ici ou si j'essaye de trouver un autre coin pour filmer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai quelques lectures qui se cumulent, donc je voulais vous présenter ça. Le premier livre que je veux vous présenter et que je n'ai pas sous la main, il s'agit de Lady Smoke de Laura Sebastian dans les éditions Albin Michel. Alors c'est le deuxième tome de Ash Princess que j'avais acheté sur Vinted et dès que le deuxième est sorti je l'ai acheté. Et je dois vous avouer que je suis un tout petit peu déçue par ce tome-ci. Le premier était vraiment énorme, on apprenait beaucoup de choses sur la vie, sur les royaumes, sur les rivalités, sur les personnages. Et on arrive avec ce deuxième tome où Théo a enfin réussi à se libérer plus ou moins de l'autorité du Gézier. Gézier, je ne sais pas du tout comment on dit. Et du coup elle va partir avec quelques membres de son peuple pour parcourir les mers et essayer de recruter des autres pays pour pouvoir faire la guerre à ses ennemis. Alors on est plutôt dans un côté politique sur ce livre-ci qui m'a pas du tout dérangée. C'était assez cool, il y a des cérémonies qui sont faites, il y a des alliances qui sont faites plus ou moins, il y a des personnages qui essayent de profiter de la notoriété de l'autre, enfin c'est tout le côté politique que l'on voit et qui est très très bien retranscrit à l'écrit. Malheureusement j'ai pas trop aimé parce que ça manquait de dynamisme. C'est vrai que pendant une bonne partie du livre il ne se passe pas grand chose. On essaye d'accélérer les choses avec du coup ce côté politique qui arrive et là ça va à 100 000 à l'heure et la fin m'a un petit peu déçue parce que il y a, je pense que vous l'avez déjà remarqué, un triangle amoureux plus ou moins qui s'installe dans le premier tome. Et bien là il est encore plus présent. Ce qui m'énerve c'est que Théo ne prend pas en compte ces deux sentiments, donc les sentiments pour un garçon, les sentiments pour l'autre, et elle va faire des choses indépendamment. Donc elle va passer du temps avec l'un, puis elle va switcher avec l'autre, puis elle va revenir avec l'un, puis elle va switcher avec l'autre, sans se dire bah c'est bizarre quand même, j'aime deux garçons, il faudrait peut-être que je fasse mon choix à un moment donné. Non, pour elle c'est limite normal et c'est ça qui m'a un petit peu déçue parce que j'attendais quand même à ce que les personnages soient un petit peu plus profonds dans leurs sentiments. Là elle ne se confie presque pas, elle est très naïve sur certaines choses. Donc voilà, je suis un peu mitigée, je pense que ce tome-ci a eu le syndrome du deuxième tome qui est beaucoup moins bien que le premier parce que le premier ça nous a donné une claque et le deuxième ben voilà forcément il est un petit peu moins bien parce qu'on avait placé la barre trop haute. J'espère que le troisième tome sera tout aussi bien parce que maintenant qu'il y a eu le deuxième tome je m'attends à pas grand chose de plus hein. Même s'il y a eu des retournements de situation incroyables, qu'il y a eu de l'action pendant des pages, des chapitres, que je bouffais ma lecture, bah, y a des moments où je m'ennuyais malheureusement. Donc on verra ça avec le troisième tome. Ensuite ma deuxième lecture, il s'agit de Shades of Shadows, donc de V.E. Smosh. Je ne sais pas comment on le prononce, je l'écrirai là comme je fais tout le temps, qui est édité dans les éditions Lumen. Alors j'avais adoré le premier tome, vraiment c'était un gros coup de cœur parce que c'était un univers très différent avec plusieurs Londres, donc plusieurs dimensions où la magie est présente d'une manière différente dans chaque monde. C'est-à-dire que notre monde c'était le Londres gris où la magie n'était pas présente, on avait un Londres rouge où la magie était présente, un Londres blanc où elle était rare et un Londres noir qui était détruit par cette magie. Du coup on avait ces différents Londres, ces différentes dimensions et du coup on avait plusieurs civilisations qui ne réagissaient pas de la même manière dans un Londres par rapport à l'autre. Et ça j'avais beaucoup aimé parce que l'autrice avait réussi à bien expliquer tout les Londres, toute leur civilisation, toutes leurs coutumes et toute leur culture vraiment bien en un seul tome et c'était cool parce que le lecteur était pas du tout perdu avec ça.
Donc j'avais vraiment aimé. En plus l'intrigue était vraiment cool, les personnages étaient très attachants et mystérieux et on avait l'impression que c'était deux âmes sœurs qui se rencontraient, qui étaient pareilles, qui réagissaient pareil mais du coup qui s'opposaient tout le temps. Malheureusement ce deuxième tome a peut-être un petit peu le syndrome du deuxième tome parce que je pense que j'ai placé la barre beaucoup trop haute. On retrouve du coup nos personnages 3-4 mois après leur aventure du premier tome et bah voilà, on les retrouve donc dans des situations différentes. Tout est bien expliqué mais je trouve que c'est un petit peu long le début. Je trouve que j'ai eu du mal à me mettre dans la lecture et qu'arrivé à la moitié du tome, et ben je l'ai fini en une journée. Donc c'était très bizarre cette sensation de je m'ennuie puis d'un coup j'ai envie de lire la suite. Alors dans celui-ci, pour ceux et celles qui ne veulent pas les spoiler, je vous conseille de passer. Eh bien on se retrouve avec Lila et Cale qui ont fini du coup leur aventure du premier tome avec ce fameux Londres noir. Ils retournent tous les deux à leurs occupations, donc Lila va chercher un bateau avec un capitaine pour pouvoir vivre sur la mer comme elle l'avait toujours souhaité. Par contre Cale lui reste aux côtés du prince Rai parce que maintenant ils sont unis. Et en fait ils vont tous les deux penser à l'autre sans trop s'attarder dessus parce qu'ils n'ont pas envie de trop penser à l'autre. Enfin, c'est très bizarre comme sensation et on voit qu'ils sont tous les deux perdus et qu'ils ont envie de se retrouver mais qu'ils savent pas comment se parler. Je vous en dis pas plus pour éviter de vous spoiler trop mais à partir de la compétition j'ai trouvé ça tellement rapide. C'était pas une mauvaise chose parce que j'enfilais ma lecture tellement rapidement que c'était plaisant. C'est juste que j'ai trouvé ça bizarre d'avoir les premières pages où vraiment je m'ennuyais. C'était des lignes et des lignes et des paragraphes sur ce qu'ils ressentaient, sur comment ils se plaçaient maintenant, sur leur objectif. Et on arrive à cette compétition où tout s'accélère. Bon voilà, je suis encore une fois en mi-molle sur ce deuxième tome et je pense que le troisième tome, vu que c'est la finalité il me semble, eh bien elle sera beaucoup plus intéressante que ce deuxième tome. Malheureusement, voilà, le syndrome du deuxième tome, ça arrive, c'est pas grave. Nous avons The Surfer's Breath de Louise O'Neill dans les éditions scolastiques. Donc c'est un livre en anglais que j'ai lu, je ne sais plus quand, il me semble à mon anniversaire, oui. Ça doit être à mon anniversaire. Donc j'avais vraiment envie de le lire parce que je l'avais vu passer sur Bookstagram et c'était des avis très mitigés. Il y en avait qui étaient vraiment contents, il y en avait qui étaient vraiment pas contents par ce récit. Donc je me suis plongée dedans. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de lire en anglais, franchement ça va. C'est un livre jeunesse, bon, pour public averti. Mais je trouve que le vocabulaire est assez simple à comprendre et j'ai pas eu de difficulté, pas une seule fois j'ai été sur Google Traduction pour un mot, rien. Franchement ça allait niveau lecture et pourtant j'ai pas trop l'habitude de lire en anglais. Je lis de temps en temps mais pas plus que ça, donc pour ceux et celles qui voudraient se lancer, c'est pas compliqué du tout. C'est une très grosse déception et j'en suis mais meurtrie de dire ça parce que j'adore le conte de la petite sirène qui est du coup réécrit par Louise O'Neill. Transforme ça vraiment bien. C'est-à-dire que le contexte est vraiment bien installé. On est vraiment sur la même branche de récit, c'est-à-dire qu'on est encore une fois avec une jeune fille qui a je pense 15 ou 16 sœurs, qui est promue du coup à la couronne, qui a un père autoritaire, une mère qui a disparu. Donc voilà, on est à peu près sur le même contexte, mais je trouve que les personnages sont encore plus profonds, c'est-à-dire qu'elle ajoute une certaine valeur à ces personnages et un certain passé qui leur donne du coup une légitimité, je trouve. Par exemple, on est vraiment dans un contexte politique où devant leur père, les filles doivent agir d'une certaine manière, devant telle personne, elles doivent agir d'une certaine manière parce qu'elles représentent la famille royale. Donc ce contexte politique de royauté, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, ça ajoute quelque chose, ça enlève du coup l'histoire un peu enfantine et ça montre
une histoire un petit peu plus adulte. Donc cette fois-ci elle ne s'appelle pas Ariel, c'est pas du tout les mêmes prénoms. Là elle s'appelle Gaïa ou Morgan. Elle a 2 noms, donc je vais l'appeler Gaïa parce que c'est plus facile, mais là Gaïa, on voit vraiment qu'elle est torturée par sa position, elle se confie vraiment durant le récit et c'était agréable de voir cette dimension que l'on ne peut pas voir du coup dans le conte de la petite sirène. La fin est tellement what the fuck, je trouve. Pour ceux et celles qui vont le lire, je vais pas vous spoiler, mais attendez-vous à peu près la même chose que le conte de la petite sirène, sauf la fin qui est très étonnante et que je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit ah ouais, donc tout ça pour ça. Voilà, c'est exactement la réaction que j'ai eue. Donc j'étais un peu déçue sur ça. Il y a quand même des incompréhensions et des incohérences qui se mettent tout au long de la lecture, où tu te dis bon bah c'est pas grave, je passe, et au final bah voilà, tu vois le truc arriver à 3 millions de kilomètres. Moi vraiment quand ils ont commencé à parler de la mer et sa disparition, je savais vraiment ce qui s'était passé, donc voilà, j'étais plus ou moins mitigée et quand la fin est arrivée, c'était une grosse déception. Quatrième livre déjà à vous présenter, il s'agit de La Malédiction des Argonautes, donc de Richard Normandon dans les éditions Gallimard Jeunesse, et c'est la série, donc les enquêtes d'Hermès, que je vous ai parlé et reparlé et reparlé parce que j'adore cette série, j'adore ce que Richard Normandon fait de la mythologie et encore une fois 100% de réussite dans ce tome-ci. Donc pour vous résumer plus ou moins, la Toison d'Or a disparu, c'est-à-dire que Jason, ou Jason, je sais pas vraiment comment vous le dites, moi je dis Jason, donc Jason a réussi à récupérer la Toison d'Or, il est revenu sur sa terre et en fait il y a un incendie qui tue plusieurs personnes et la Toison d'Or est tout simplement volée et Jason est blessé. Donc là on se demande tous qui c'est et la première à être accusée c'est Médée, donc sa future femme. Dans ce roman là on est avant l'horreur de Médée qui est en colère contre Jason, Jason qui part avec une autre fille et elle qui tue ses enfants pour alerter Jason, enfin voilà. On est avant cette horreur-ci, là on est aux prémices de leur histoire, donc entre Jason et Médée qui se fricotent et puis qu'il y a une troisième personne qui entre dans ce triangle amoureux. Du coup je reviens à l'histoire, Médée est accusée et du coup elle va aller chercher l'aide d'Eros qui est en enfer. Voilà, après les histoires qu'il a eues avec Hermès, il revient en enfer. Et alors ce tome-ci je l'ai particulièrement aimé parce qu'il n'est pas du tout comme les 2 autres, c'est-à-dire que Hermès n'est pas du tout là. Il n'intervient pas, en fait c'est Eros qui mène la danse, qui mène l'enquête policière, avec des références d'Hermès tout le temps, et à chaque fois il se dit comment penserait Hermès, Hermès me dirait ça, voilà, il le cite beaucoup mais sinon c'est lui qui fait l'enquête et c'était hyper intéressant de voir ce personnage un petit peu plus développé parce qu'à chaque fois il était en second plan derrière Hermès. Encore une fois, on n'arrive pas à deviner le meurtrier avant la fin, même si j'avais quelques soupçons et que ces soupçons se sont révélés, je ne pensais jamais que ça allait être cette personne, mais bon voilà. Donc je vous conseille de lire cette série qui en vaut carrément le coup. Et enfin on termine avec un livre qui m'a bouleversée. Il s'agit de Ashin Falling for the Sky 2, donc de Ning Gorman et Mathieu Guibé, oui, donc dans les éditions Albin Michel. Donc ils ont sorti leur 2e tome, je vous avais présenté Ashin Falling for the Sky il y a quelques vidéos de ça il me semble, et lorsque j'ai vu qu'ils pouvaient signer les livres si on précommandait avant le 30 mai, j'ai précommandé, j'ai reçu le livre, il n'est pas dédicacé et ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Donc avant de commencer sur l'analyse du livre, je voudrais rappeler que le problème n'est pas des auteurs, donc on peut pas vraiment critiquer le livre en disant j'ai pas eu ma dédicace. Le problème vient de la FNAC malheureusement parce que eux ils avaient signé tous les exemplaires, même plus que prévu au cas où, et la FNAC a juste envoyé les exemplaires avant de les avoir reçus dédicacés. Donc bon,
Bref, juste je ferme la parenthèse, je ne tiendrai pas en compte de cette petite erreur de la part de la FNAC. Donc dans le premier tome, j'étais vraiment perturbée, c'était une très belle histoire où je m'étais attachée vraiment au personnage. J'avais tout de suite enchaîné avec le tome 2 qui était disponible sur Wattpad et je m'étais arrêtée où on s'arrête à peu près au milieu du livre avec une révélation de ouf. Donc j'étais pas bien. Inconsciemment j'étais pas bien. Encore une fois, c'est un roman qui mêle flashback et le temps présent, hein, l'instant T. Donc ça j'ai bien aimé. Par contre, il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé, mais c'est pas quelque chose qui m'a fait détester la lecture. Franchement, dans ma tête, je le voyais autrement. Ça s'est révélé comme ça, je me suis dit bon ok, c'est une pépite. J'ai dévoré le livre en très peu de temps. Je vous conseillerais à chaque fois, si vous voulez prendre une claque, de lire ce livre-ci. C'est un chef-d'œuvre émotionnel et je n'arrêterai pas de le dire. Vraiment, ça m'a bouleversée. La deuxième chose qui m'a un petit peu ennuyée, c'est la fin. Voilà, c'est une fin incroyable. Je m'attendais tout sauf à cette fin. Malheureusement, je suis un peu déçue parce que je me dis tout ça pour ça. Voilà, j'étais triste forcément de cette fin parce que c'est une duologie, tu te dis qu'il n'y a rien après. Et j'ai pas trop apprécié la fin, mais après j'ai apprécié tout le récit, tous les personnages, l'intrigue, les dénouements, les retournements de situation. Vraiment j'ai apprécié tout sauf le dernier chapitre qui m'a un peu pouf. T'es là en mode ah ok. Il y a aussi une révélation qui se fait dans ce livre qui est du coup ce fameux accident de Ash et de Zach qui est incroyable. Ils nous pondent cette révélation de l'accident où on sait vraiment ce qui s'est passé parce que durant tout le tome on ne sait pas, et là on arrive avec ça et c'est incroyable. Vraiment ils ont un talent d'écriture de ouf. C'est juste que j'ai pas aimé la fin. Après ça m'a pas empêché d'aimer le livre. Donc voilà, j'ai fini avec mon update lecture du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé sur un des livres si vous l'avez lu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!